pour cette séance spéciale de l'œuvre invisible. Je suis Vladimir Rodionov et moi je suis Avril. Pardon. Je suis Avril Tambouré. Voilà, nous sommes les deux réalisateurs du film. Alors c'est très émouvant de voir à chaque fois la curiosité des gens pour Alexandre Tranois, ce réalisateur maudit dont personne n'avait vraiment entendu parler. Nous-mêmes, quand Jean Rochefort nous a parlé d'Alexandre Tranois, on ne savait pas qui c'était. Et voilà, vous allez découvrir son histoire. Ah, donc merci pour votre curiosité de découvrir cette œuvre invisible. Oui, je me joins à ces remerciements. Et c'est d'autant plus émouvant pour nous que le film s'est fabriqué dans une marge qui a été de plus en plus grandissante. On a mis 15 ans à le faire. C'est moi ou c'est ton micro? J'essaie de parler avec ça. C'est plus confortable là? Oui. On a mis 15 ans à le faire. Et au départ, tout s'est très bien passé. Et après, tout s'est déglingué, quoi. Et ça s'est déglingué à l'image de ce qui s'est passé dans la vie et la carrière d'Alexandre Tranois, où toute sa carrière a été faite que d'aléas et d'échecs et de coups du sort absurdes et presque inouïs. Et nous, ça nous a beaucoup déstabilisés. On a failli arrêter ce film plusieurs fois. Et au final, aujourd'hui, je bénis et je chéris tous ces accidents. D'abord parce qu'ils font partie de la vie de réalisateur. Bon, là, ils étaient largement exacerbés, mais aussi parce qu'ils ont donné au film et à cette aventure quelque chose qui, pour nous deux, le différencie par rapport à tous les autres films qu'on a fait. C'est un film qui est rentré dans nos vies, littéralement, qui a traversé nos existences. On a cheminé avec le fantôme de Tranois pendant des années et des années et des années. Et aujourd'hui, de voir cette œuvre invisible, enfin visible, on était vraiment seuls tous les deux, quoi, un peu perdus comme sur un petit radeau de la Méduse. Et aujourd'hui, voilà, le radeau est arrivé à bon port et vous êtes là sur le quai et c'est très émouvant. Donc on se parle plus tard, tout à l'heure, on sera ravis de répondre à vos questions si vous en avez. Et bonne projection. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Ah oui, il y a un petit problème de l'arsène, alors on va essayer que ça se règle et que ça ne soit pas trop inconfortable pour vous. Je ne sais pas s'il y a tout de suite des questions. Et ben voilà, il y a tout de suite une question. On n'a pas de micro à vous faire passer. Mais donc, si vous pouvez parler fort, pas pour nous, mais pour tout le monde. Merci. Je vous écoute. Votre film me rappelle un volume de, je ne sais pas si vous vous souvenez, la collection Écrivains de toujours. C'était au Seuil. Et le numéro 100 de cette collection a été consacré à un écrivain qui n'a jamais existé. Ah oui. Un Charentais. Alors, je pense que vous pourriez peut-être maintenant nous avouer la vérité et nous dire ce qui contribue certainement à la splendeur absolue de votre film, c'est-à-dire qu'Alexandre Tranois n'a jamais existé. Alors moi j'ai une question avant de répondre à votre question. C'est qui cet écrivain charentais qui n'a jamais existé? Alors le titre c'est Ronceraille, R-O-N-C-E-R-A-I-2-L-E. C'est un joli livre avec les photos de famille, toute sa carrière d'écrivain. Je vous le conseille, il est introuvable. Ah, ça me plaît ça. Les livres introuvables, les films invisibles, ça nous plaît, ça nous parle. Alors la question, cette question-là, elle vient environ une projection sur deux, une séance sur deux, une rencontre sur deux. Il y a toujours quelqu'un qui nous dit, alors soit vous auriez dû sortir le film le 1er avril, ça c'est formulé comme ça, soit, comme vous le dites, très joliment, elle est très bien posée, elle est très belle, votre question, telle qu'elle est formulée. On doit avouer avec Vladimir que la première fois qu'on nous a fait cette question, on a été largement déstabilisé. Et un peu chafouin. Parce que on a passé 15 ans, voire un peu plus, à s'attacher à un homme qui, vraisemblablement, ne voulait pas rester dans la lumière, que l'histoire avait enseveli, à essayer de le ramener comme ça en disant on va quand même réussir à faire en sorte que quelqu'un se souvienne de lui, et un peu plus, le ramener dans l'histoire, et finalement, à peine on y arrive timidement avec un petit film, quelqu'un dedans, il n'existe pas. Et c'est assez tragique, je dirais, pour Alexandre Tranois, que les gens pensent ça. Aujourd'hui,
avec un peu de temps et de recul, je trouve cette question absolument charmante et cette idée absolument très belle. C'est-à-dire que d'abord, je la comprends. Je pense que Tranois mettait tellement de romanesque dans sa vie, et que c'est l'angle en plus qu'on a choisi pour le faire revivre, qu'il se comportait lui-même comme un personnage dans le réel, que c'est quelque chose qui se diffuse auprès des spectateurs, et que c'est presque une idée naturelle de penser qu'il est peut-être après tout un personnage. Et ensuite, je pense surtout que c'est quelque chose qu'il aurait adoré. C'est-à-dire, c'est l'un des plus beaux cadeaux qu'on peut lui faire, c'est de croire qu'il n'existe pas. C'est de croire que c'est un personnage imaginaire. Je pense que c'était son rêve le plus secret, de devenir un personnage de cinéma à part entière, d'être un être imaginaire, c'est-à-dire détaché de la réalité. C'est là qu'il voulait être et qu'il voulait vivre. Donc moi, en ça, je vous remercie, parce que je pense que vous rendez à Tranois ce qui revient à Tranois, d'une certaine manière. C'est la réponse voilà, que j'aime donner, parce que ça me fait presque chaud au cœur, quoi, que vous pensiez ça. Et vous n'êtes pas le seul, je suis sûr, dans cette salle, il y en a plusieurs, et on a souvent il y a des journalistes aussi qui nous ont posé la question, etc. Donc, il faut reconnaître que voilà, il trimballe ça avec lui, quoi. Bonjour, Laurent, pour le film, j'ai trouvé vraiment super beau. Ça m'a fait penser un peu à un documentaire que j'ai pas encore vu, mais qui s'appelle Le 5e plan de la jetée, où on réexplore un petit peu. J'étais surpris que, avec la voice-over, vous utilisez le terme d'échec à certaines reprises, ou peut-être c'est Rochefort, où on parle des échecs de Tranois. Ouais. Et moi, j'ai pas du tout l'impression j'ai l'impression qu'il n'y a aucun échec, c'est un succès total. Et je regardais l'étymologie du mot échec sur le Centre national des ressources textuelles et linguistiques, RTL. Alors, je vous le lis. Jeu, situation du roi ou de la reine menacée de prise, embarras, obstacle, insuccès. Moi, j'ai l'impression que ça colle pas du tout. Il a eu aucun obstacle, aucun succès, quoi. Genre, c'est ce que dit Édouard Baird. Non, c'est peut-être c'est oui, il y va. Je viens à ma question. Il y a un truc moi, qui m'épate, c'est qu'on est continué à lui dire oui. Il a quand même, il arrive à tourner avec son idole. Il y a des noms extraordinaires du cinéma qui sont cités. Comment ça se fait qu'il ait continué à se voir des portes ouvertes, alors que vous avez du mal à faire un documentaire, alors que je suppose que vous n'avez pas un petit budget. Enfin, le monde de la production a totalement basculé entre le siècle dernier et aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire qu'il arrivait à trouver des fonds, on lui faisait des avances, alors qu'il avait de plus en plus une réputation de mec pas fiable. Il continue à réussir à récolter de l'argent. Et vous, alors que votre projet avait l'air d'avancer lentement peut-être, mais d'avancer, vous avez du mal à trouver des sous pour... et heureusement d'ailleurs que vous avez abouti, parce que votre film est super, quoi. Mais j'ai l'impression que ça, on n'en parle peut-être pas assez dans le film, de comment ça se fait que les producteurs continuent à le suivre, quoi. C'est fait partie du mystère qui est intéressé à lui. Comment ça se fait qu'un type les films n'aboutissent pas, continue quand même à avoir des projets? Voilà, en allemand, au bout d'un film, deux films, trois films qui n'aboutissent pas, on a le bénéfice du doute sur le premier, sur le deuxième. Parce qu'on se dit, ben non, puis même, on abandonne. C'est-à-dire qu'on n'est plus cinéaste, on arrête de cinéaste. Et lui, on ne savait pas ce qui le poussait, en fait. Et qu'est-ce qui faisait qu'il arrivait à convaincre ces gens-là. Alors on a essayé d'explorer à travers, quand on voit les yeux qui brillent d'Anouk Aimé, elle repense à la façon dont il l'a convaincu de jouer le film. Je pense que c'était un formidable raconteur d'histoire. Quelqu'un qui savait très bien séduire, charmer, voir qu'est-ce qui, dans un projet, va pouvoir plaire à son interlocuteur, et puis peut-être même le réécrire en direct face à lui en disant « Ah oui, toi t'aimes bien, je sais pas, que le film se passe en Espagne, et bien le film va se passer en Espagne. »
Il va arriver à tordre son projet comme ça. Il avait aussi un côté un peu roublard, en disant, ben voilà, tout d'un coup, je vais inventer... il y a une histoire qu'on n'a pas dit dans le film, à un moment donné, il y a une affiche, on a retrouvé une affiche d'un film de Tranois. Une affiche, il n'y a pas eu de film, donc voilà, on s'interroge, etc. C'était dans un magazine, un peu comme le film français aujourd'hui, un magazine corporatiste fait pour la profession. Et ce qu'on a compris, en fait, c'est qu'il venait avec l'affiche du film, en disant, ça va sortir. Alors c'était complètement bidon. Et ça permet de dire, bah oui, mais pour le prochain projet, du coup, j'ai besoin d'une avance, quoi. Ça permet de crédibiliser sa trajectoire. Regardez, je suis bien cinéaste. Donc, ça faisait partie des coups de charme qu'il faisait. Certains parleraient de bluff. Il y a ça, et puis il y a effectivement, à un moment donné, quand il épuisait un peu les gens, il allait voir ailleurs, des gens qui n'étaient pas forcément en cinéma, qui n'avaient pas forcément entendu parler de lui. Voilà. On imagine que c'est comme ça qu'il a réussi à continuer à convaincre malgré tout, même si c'était beaucoup plus difficile à la fin des années 60, ça devenait très compliqué pour lui. Et je pense que dans sa vie ne devait pas être flamboyante et il ne devait pas rouler en Porsche tous les jours, quoi. Voilà un peu quelques éléments pour de réponse. Ouais. Ouais, pardon. Bonjour. J'aurais voulu savoir si vous aviez mis dans le film tout ce que vous avez trouvé sur lui. Parce que je suis assez surpris qu'il y ait très peu d'images, très peu d'infos sur sa vie perso. Est-ce qu'il avait une vie amoureuse, des amis autres que Jean Rochefort? Comment il a fini? Parce que Rochefort dit à la fin qu'il a peut-être été incarcéré, qu'en tout cas il a eu un procès après le fiasco de Fontainebleau. Est-ce que vous avez d'autres infos là-dessus ou vous avez tout mis dans le film? Alors, en fait, c'est ce que vous ressentez est lié un petit peu à l'angle qu'on a pris dans le film, c'est-à-dire un traitement poétique du personnage. Ouais, ok. Donc nous, on a été très déstabilisés par cette absence d'éléments tangibles, que ce soit des éléments, au départ, les images de ces films. Faut bien se rendre compte que le film que vous avez vu, c'est pas du tout celui qu'on voulait faire, mais pas du tout. Nous, quand Rochefort nous parle de Tranois, on est quasiment sûr, on se pose même pas la question, on est sûr qu'on va retrouver des images des films, qu'on va donc pouvoir juger sur pièce. Et en plus, c'est là où on était un peu naïf, on se dit, c'est sûr, le mec est un génie. Est-ce qu'ils en parlent comme d'un génie? Il est un type inoubliable. Donc on se dit, on va révéler le grand trésor, c'est ce schéma-là un petit peu naïf. Alors non seulement le mec était peut-être pas un génie, mais en plus on n'a rien trouvé. Ce qui fait que ça nous a un petit peu, les rêves comme ça un peu naïfs se sont écroulés lamentablement. Et ça nous a déstabilisés. Et dans le même mouvement, on était en train de chercher la famille. Ce qui est un réflexe normal, à la fois pour se dire, si on trouve des extraits, il faut avoir les droits. Donc il faut savoir, est-ce qu'il y a des enfants, comment ça se passe, quoi. Et puis surtout, si on trouve la famille, on trouve les archives. Ça nous faisait saliver. On se disait forcément, dans un vieux grenier, quelque part en France, il y a une pile de bobines, on était dans cette mythologie-là. Et on a trouvé quelqu'un qui était lié, mais on a tourné cette séquence, mais ça a été une séquence d'une tristesse, comment dirais-je, c'était lamentable, quoi, parce que c'est une femme qui habitait il y a 15 ans, à Vernon, dans l'Eure. C'est une des premières séances qu'on a fait, on s'est dit, allez, on y va, on prend la caméra, on est en mode documentaire, hors les interviews, quoi. Et on rêvait de ce qu'elle allait nous raconter. On rêvait d'ouvrir les portes du grenier, de filmer la pile de bobines et tout. Et en fait, c'était pas ça. Elle, vaguement, elle se souvenait un petit peu de lui, mais c'était un personnage un peu tricard. C'était un peu le mouton noir. Au revoir, monsieur, merci beaucoup pour votre participation. Et surtout, donc il n'y avait pas de souvenir, et elle ne comprenait pas ce qu'on faisait là. Elle ne comprenait pas ce qu'on voulait faire avec le film. Pour elle, c'était vraiment un loser oublié, il n'y avait pas matière à film. Donc elle voulait bien nous aider, mais elle n'avait rien à nous donner. Il n'y avait pas de photos, il n'y avait pas de bobine. On a quand même filmé, mais on a filmé une espèce de fin de non-recevoir, quoi. Et quand on est rentré, je me souviens, on était abattus, et ça a été un déclencheur pour se dire, c'est pas la bonne direction de travail. Et si on va dans cette direction, on va faire un film assez triste, d'une vie qui sans doute a été un peu éteinte, comme ça. C'est pas là qu'il a voulu s'incarner, qu'il a voulu exister, Tranois. C'est pas là qu'est sa réelle existence. Et ça a donné le là du film, c'est-à-dire de ne plus chercher forcément des traces formelles, qui plus ou moins existent, mais sont réduites,
mais de chercher les traces que lui-même a peut-être voulu laisser et fabriquer de l'existence rêvée qu'il avait. Et c'est pour ça qu'on a... Alors après, il y a des choses, je rebondis juste parce qu'il y a beaucoup de choses sur le procès Rochefort. Je ne suis pas certain que Rochefort est très honnête à ce moment-là. Ah, d'accord. Moi, je ne crois pas à ce qu'il dit à ce moment-là. On l'a laissé parce que c'est sa version. Ouais. Je pense qu'il y a un nœud de trahison qui se joue à ce moment-là, où, si on regarde dans la carrière de Rochefort, 69-70, c'est le décollage. Ça fait quasiment 15 ans qu'il est là, il joue, et il patine. Il est là, mais il n'est pas là. Il est en second rôle derrière Belmondo, il est en second rôle derrière Montand, il est identifié, mais il n'est pas... C'est pas un rôle de premier plan. Et il a 40 ans, quoi. Et tous les autres de sa génération, ils ont percé. À la rigueur, Marielle, peut-être pas, mais c'est la même dynamique que Marielle et Noiret, c'est-à-dire qu'ils explosent dans les années 70. Et c'est au moment où il abandonne Tranois, parce que pour nous, il a vraiment abandonné Tranois. Il l'a lâché, quoi. Il abandonne la fidélité, il le laisse dans sa folie, qu'il explose. Il y a 3-4 films, il y a l'Horloge de Saint-Paul, il y a La rencontre avec Tavernier, il y a Yves Robert, il y a Le Grand Blond, et il finit par Le Crabe-Tambour, le César. Enfin, c'est la décennie magique de Rochefort, l'apparition de la moustache aussi. Alors, il n'y avait pas la moustache. Et c'est une concomitance qui, pour moi, raconte quelque chose. C'est-à-dire qu'il avait besoin de le laisser, comme il disait, pour naître. Là, c'est la vérité. Et donc, je pense que cette histoire de procès, cette espèce de voile pudique, il faut dire qu'il n'était plus là, tout simplement. Qu'il a abandonné le Tranois, l'ami Tranois. Merci beaucoup. Oui, vous m'entendez? Alors moi j'ai une question qui rebondit sur la précédente. Ce choix que vous avez finalement, cette orientation que vous avez choisie en effaçant l'état civil de votre personnage ou de ce personnage qui existe, qui n'existe pas, ça vous amène quelque part à des spectateurs qui peuvent vous poser la question du canular. Moi, j'ai vu des documentaires faits par des réalisateurs comme Peter Jackson, Forgotten Silver, que vous peut-être connaissez. J'ai vu un documentaire qui s'appelle Incident au Loch Ness, où la présence de Werner Herzog justifie de l'existence du monstre. Le choix d'effacer tout état civil d'Alexandre Tranois ne vous amène pas peut-être sur les rives de ce genre documentaire? Voilà la question. Alors, d'abord, le choix de l'effacement, c'est pas le nôtre. Notre choix, c'est de ne pas se concentrer sur une piste qui n'est pas du tout fructueuse. C'est très différent. Parce qu'il y a réellement un effacement à l'œuvre dans sa vie, et il en est l'auteur, je pense. Donc ça, déjà, au lieu de le subir, ce qui aurait, à mon avis, fait un film qui patinait, on a préféré, justement, s'en écarter, assumer pleinement ça. Là, ça, c'est notre choix, par contre, effectivement. Il se trouve qu'on a quand même, on sait quand il est né en 26, on a une date de disparition, mais elle est discutée, puisqu'on n'a pas d'éléments tangibles, ça serait 1980, on l'évoque. 2 personnes nous l'ont confirmé, une personne nous a dit ne croyez pas ça. Bon, et ça s'arrête là. Par contre, voilà, on a posé une plaque sur l'immeuble de naissance de Tranois, qui est né dans le 20e, on a l'adresse rue de Ménilmontant, donc on a des jalons, comme ça. Mais c'est vrai que plus d'une fois, en fait, je me souviens qu'au tout début, quand Rochefort nous en a parlé, comme il avait ce qu'on voit dans le film, cette espèce de sourire, cette élégance, il y a un moment, ça m'est revenu lors des projections, à force d'en parler, c'est l'histoire des gens qui disent mais c'est une supercherie, alors on parle, on discute, et les souvenirs reviennent. Et je me souviens qu'une fois on s'était dit mais je crois pas qu'il nous balade. Et ça nous avait effleuré, et puis comme très vite après on a rencontré Carrière, et on dit non ben là ok, ça va, c'est réel quoi, ça s'impose à nous. Et il y a eu ce petit moment de flottement qui était, je sais pas d'ailleurs qu'est-ce qu'on aurait fait si c'était vrai, mais qu'on a vite écarté quoi. Après moi je vous le dis, cette histoire de la supercherie, ça me ravit, je trouve ça super rigolo. J'en reviens pas trop parce que on avait à cœur de faire un film où les gens ne s'ennuient pas. C'était très important et c'est difficile de faire un film où les gens ne s'ennuient pas avec très peu de choses, très peu d'éléments. Et c'est ça qui a pris du temps aussi dans la fabrication. Et je trouve que c'est aussi le symptôme que les gens ne s'ennuient pas, qui s'emparent de l'histoire de Tranois, qui disent mais ils veulent remplir le vide. Il y a déjà un attachement, il y a quelque chose qui ça se trouve c'est faux. C'est que le romanesque est là quelque part dans le film. Et on a traité la narration du film à certains moments en mettant beaucoup d'imaginaire.
La part des rêves, par exemple, on l'a rêvé. À défaut de le rencontrer, on l'a rêvé énormément, quoi. Énormément. L'affiche qu'on imagine, qui est pas... Évidemment, c'est pas l'affiche du serpent, hein, c'est Simon Roussin, qui est un illustrateur d'aujourd'hui, qui l'a décidé, mais en jouant avec l'idée que ça pourrait être une affiche d'époque, et en même temps, ça se voit très bien que ça n'en est pas une. Le film est là-dessus, évidemment. Donc oui, il provoque ça. Tant mieux ou tant pis, moi je dis tant mieux. Merci. D'abord, je voudrais vous remercier parce que le film est absolument merveilleux. Et à un moment donné, Père cite Modiano, et je trouve que ça pourrait être un film Modiano. Modiano a eu le prix Nobel avec presque rien, toujours sur l'absence de son père, de sa mère, des histoires. Et ce film absolument habité, poétique, merveilleux. Et moi, je crois à l'existence de ce personnage, même s'il n'existe pas. En tout cas, c'est merveilleux. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous, merci beaucoup. Merci, je vais faire circuler le micro. Vas-y, on prend le relais. On a un petit duo comme ça. Madame, Oui, bravo, hein, c'est vraiment un film extrêmement émouvant et passionnant en fait. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est, d'ailleurs, j'appellerais ça la passion de Jean Rochefort. Enfin, on a l'impression que Tranois, c'est une passion de Jean Rochefort, en fait. Alors, il l'a peut-être laissé à un moment, mais visiblement, à la fin de sa vie, il y avait une réminiscence très forte que vous avez très très bien reproduite, qu'on voit, et ça, c'est quand même extraordinaire. Ce film, c'est un peu un 3 en 1, c'est-à-dire que c'est l'histoire d'un Don Quichotte du cinéma, c'est les Don Quichotte du documentaire, et ça, c'est très très beau, parce que on voit tous les efforts terribles que vous avez dû accomplir pour réaliser ce film. Et puis c'est cette passion de Jean Rochefort. Moi, j'avais juste une question, parce qu'à un moment on laisse entendre que sur le film L'homme de l'aube, l'accident de l'attraction et le fait que la bobine, les bobines ébrûlées ne soient pas authentiques, alors que le louche semble, qui était bien placé, le dit. Donc ça, c'est peut-être un point à éclaircir. Donc, merci pour tous ces mots très très touchants sur le film. Je suis très très ému de vous entendre. Vraiment, c'est vraiment touchant parce qu'on a été longtemps seul avec Tranois et c'était difficile pour nous par moment. Et là, de pouvoir partager que ces histoires touchent. On nous a tellement dit que ce film n'intéresserait pas, que c'était un loser, etc. Que là, c'est voilà, de pouvoir rencontrer le public, de rencontrer des gens qui sont émus comme nous, touchés par cette histoire, c'est bouleversant, honnêtement. Et oui, alors le louche, c'est un grand conteur et il dit lui-même, moi je mens pas, j'exagère. Donc ces bobines qui ont disparu, notamment cette bobine. Longtemps, ça a été même le fil conducteur du film, de dire voilà, on va trouver cette bobine à la fin, et puis on va trouver une image, etc. etc. Et puis, c'est vrai qu'on a un peu abandonné ça, parce que est-ce que cette bobine avait vraiment été rescapée? Il y a eu un accident, ça c'est sûr. Est-ce que ça arrangeait pas Tranois de ne pas montrer son film? Voilà. Est-ce que ça l'arrangeait pas de ne pas montrer ses images en général, qui n'étaient pas peut-être à la hauteur du rêve de cinéma qu'il avait? Donc, je crois qu'il y a eu un accident, moi. Je crois qu'il a vraiment perdu des bobines. Après, l'histoire de négatif, les rushs, où ils sont, est-ce qu'il y a eu vraiment une bobine manquante? Voilà, c'est la version de Lelouch. On a décidé de lui donner la place dans le film parce que l'histoire est savoureuse, même si elle est tragique. Voilà, après chacun se fait son opinion là-dessus. Oui. Et c'est vrai qu'on a voulu mettre cette suspicion ça se trouve, c'est lui qui a détruit. Parce que des gens nous l'ont dit. Des gens nous ont dit, mais vous savez, moi j'ai entendu que... Alors au début, on se dit, bon, c'est juste une rumeur, il y en a plein sur le personnage, et on ne les pousse pas. Après, il y a eu des gens à qui on a parlé qui nous ont dit, mais Tranois l'a affirmé. Là, ça devient plus intéressant. C'est-à-dire qu'il y a une histoire officielle, et après, il y a une autre version de l'histoire, portée par le même homme. Et ça lui ressemble. C'est-à-dire, je pense qu'il n'était pas impossible que
pour capitaliser, pour une raison que j'ignore, sur sa malédiction, à certains moments, il utilise ses faits d'armes dans une direction ou dans une autre. C'est-à-dire que l'accident, ça provoque la malédiction, donc il est maudit. Et puis, à certains moments, il faut réussir à sortir de la malédiction, il faut se positionner autrement. Donc il a pu confier, c'est pas impossible de penser ça, qu'il ait pu confier en disant « c'est moi qui l'ai fait ». Et là, sidérer son auditoire. Et je pense que ça lui appartenait aussi de semer le trouble comme ça, de jouer à ça. C'est-à-dire qu'un va-et-vient permanent, il a pu avoir des moments comme ça, où il a pu avouer ça à des gens sans qu'on sache si c'était vraiment vrai ou pas. Est-ce que c'était une relecture de sa part de l'histoire, ou est-ce qu'il avouait vraiment? Et alors les roches de Marlène Dietrich dans le désert, là, alors, les roches de Dietrich, on n'a que la version d'Ackerman. Il n'y a aucune autre, on n'a aucune autre information. Mais nous deux, on n'est pas d'accord dessus. C'est vrai? L'interprétation. Ah oui, qu'est-ce que tu penses, toi? Moi, je disais... moi, je découvre un truc. Moi, je pense qu'il a raconté qu'il a brûlé les rushs, mais que, voilà, à mon avis, il a tourné des choses, peut-être une journée, une matinée, puis c'était pas à la hauteur de ce qu'il imaginait, quoi. Il a tellement rêvé ce film avec Marlène Dietrich, qu'après, il s'est débrouillé pour qu'il disparaisse. De là à dire qu'il a brûlé les rushs, parce qu'il a raconté qu'il a brûlé les rushs, peut-être. Voilà, moi, ça me semble presque, voilà, un peu la légende, quoi. Mais, à mon avis. Alors moi, mon avis, c'est que je suis plutôt du côté d'Ackerman. C'est-à-dire, je pense qu'Ackerman a une réelle blessure. Il s'est vraiment passé un truc néfaste sur le film. Après, il n'est pas impossible qu'Ackerman charge Tranois. Tranois a fait un truc qui n'allait pas, évidemment, et Ackerman lui doit un échec, quand même, on peut dire ça à ce moment-là. Mais est-ce que c'est vraiment ça qui a eu lieu? Ou est-ce que, d'une certaine manière, Ackerman se venge parce qu'avec le temps, il raconte ça? Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Mais je pense que là, Tranois, il est coupable, quoi. C'est évident. Il est coupable de quelque chose. Oui. Je ne sais pas si ça marche. Ah oui, si, ça marche. On vous entend. D'accord. Non, moi, ce que je voulais dire, je trouve que vous avez réussi fantastiquement un film qui est un emblème du cinéma tout entier. C'est vraiment un retour à Méliès, c'est-à-dire l'art de l'illusion. Ça, c'est incroyable. Alors, je ne sais pas si j'ai des questions. Si j'en avais une, ça serait comment les professionnels de la profession, les réals, reçoivent votre film. Pardon. Je vais vous faire un aveu. Quand on a terminé à la limite de la dernière version de montage où on s'est dit on sent que le film arrive, je suis devenu père. Alors j'ai pas eu un fils, j'ai eu une fille. Et donc, et aujourd'hui, là, elle a 4 ans maintenant, ma fille, elle sait parler. Le premier film qu'elle a vu en salle, c'est ce film. Elle est venue à l'avant-première. Et je la vois me dire « Ah oui, ton film sur Alexandre Tranois !» Et ça provoque une sidération. Et un jour, je lui ai demandé « Mais tu te souviens de la projection ?»« Oui, oui, bien sûr, je me souviens. » Et alors, c'était quoi? Qu'est-ce que ça t'a fait? En fait, c'est un film où tu cherches un ami. Et je me suis dit « Mais elle a compris. Elle a compris un truc. Tranois, c'est devenu notre ami pendant 15 ans. Enfin, on l'a rencontré, il était là partout. On avait l'impression de le connaître. On se l'est inventé, on se l'est rêvé, cet homme. Et oui, on cherchait un ami de cinéma, d'une certaine manière. Il y a eu quelque chose de magique sur ce film. C'est que nous, on avait la sensation d'être... je regarde ces visages là, qui nous observent et ça me fait plaisir et ça me fait rêver. Je vois Delon, je vois... C'est Viviane Romance, je crois, la deuxième, Gérard Philippe, Jean-Marie. Cette sensation d'arriver trop tard dans une époque de cinéma qui n'était pas tout à fait la nôtre. Moi, j'appartiens à ce monde-là, j'appartiens au cinéma de Jean Rochefort, j'appartiens au cinéma de Charles Denner, auquel j'ai consacré un film, d'Alain Delon. On aurait rêvé de vivre ce que Tranois a vécu sur la Strada. Tout ça, ça nous était impossible parce qu'on arrive trop tard. Et finalement, il nous a offert ça. Grâce à lui, on a filmé Anouk Aimée. C'est un truc, je m'en remets pas, quoi. J'ai eu cette grâce devant moi et j'ai reçu cette actrice. Et encore, quand je la vois aujourd'hui, j'ai les poils qui se dressent sur ma peau et c'est magique. Donc c'est la machine à remonter le temps. Et grâce à lui, on est rentré dans un cinéma qui, à l'époque, était en train de disparaître. On le sentait, mais on n'y pensait pas. Et qui, aujourd'hui, a disparu. Littéralement. Ils sont presque tous morts, sauf Lelouch. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le film, on a beaucoup de retours de gens
de cinéma qui vont au cinéma et qui vont le voir parce que ça les intrigue. Et on s'aperçoit, par exemple, la première personne à qui on a montré le film, c'est Patrice Lecomte. Parce que Jean Rochefort. Il a tourné 8 films avec Rochefort, c'était un ami. Et on était tellement tristes de se dire, on ne peut pas appeler Jean, on ne peut pas lui dire, venez dans une salle. Ça y est, c'est fait. Il est là. Et qu'est-ce que vous en pensez? Qu'on lui a fait un petit mail en disant, venez voir, on ne se connaît pas bien, Patrice Lecomte, mais regardez le film et puis dites-nous ce que vous en pensez. Et puis voilà. Il nous a fait un mail très, très, très chaleureux. Et c'est devenu quelqu'un un peu proche, quoi, où on a sympathisé. Et en plus, il nous a dit, mais moi, je l'ai croisé une fois. On s'est dit, c'est pas vrai. Il dit, si, j'étais à l'IDEC. Alors, du coup, on s'est dit, attends, faut qu'on fasse... On a fait une séance spéciale dans un cinéma où il est venu raconter une histoire. Sa rencontre avec Tranois, qui est une anecdote, on n'a pas le temps, là, mais je ne vais pas tout raconter. Mais... Et le film provoque ça. C'est-à-dire que les gens de cinéma, aujourd'hui, viennent nous voir en disant, moi, j'ai des souvenirs aussi. Alors, ils sont plus très nombreux, hein, hélas. Et puis, d'autres gens de cinéma viennent nous voir en disant, mais ça parle de nous, en fait. Des acteurs de notre génération, hier, ont passé devant le reflet Médicis pour relever les places. On disait, il y a combien de spectateurs? Et la personne qui était au guichet nous dit, vous savez, il y a Raphaël Quenard dans la salle. Un formidable acteur, quoi. Je dis, c'est pas vrai, il y a Quenard. Bon, on attend la fin de séance. On va manger un morceau et on revient, et à la sortie, on l'aborde, on dit, pardon, voilà, on est les réalisateurs, situation incongrue. Qui sont ces mecs? C'est des vrais, c'est pas des vrais? Et ils nous croient. Et en fait, on a parlé une demi-heure. Et lui nous dit, mais moi, ça me fait rêver, ces aventures, je rêverais de jouer un personnage comme celui-là. Et on sent que ça résonne, en fait. On sent que tous ces gens vivent avec leurs échecs. C'est une vie d'acteur, une vie de cinéaste, c'est 95% d'inachèvement. Et donc, du coup, finalement, lui, c'est 100%, donc c'est l'exemple ultime, quoi. Donc tout le monde se retrouve là-dedans. Ils se retrouvent tous là-dedans. Ça réveille tous leurs regrets, ça réveille... Et ça les venge aussi, en disant, et finalement... Un film non réalisé peut avoir autant d'importance dans une vie de cinéaste qu'un film réalisé. Voilà. Dune de Jodorowsky, par exemple. Et il y a une phrase de Carrière qu'il nous avait livrée, qu'on n'a pas mis dans le film, mais on aime bien la citer. Il nous avait dit un jour, de là se pose la question, est-il besoin d'écrire un livre pour être un romancier? Est-il besoin de faire un film pour être un cinéaste? Et il avait rajouté, il est très fort, question à laquelle nous sommes très peu à pouvoir répondre. Quand on sait qu'il a écrit 120 films, il a quand même fait le tour de la question, le fait qu'il n'ait pas la réponse, ça reste magique, quoi. Voilà. Moi, je voudrais savoir si vous avez eu des retours de psy. Parce que, en fait, moi, je suis soignante. Je suis pas psy, hein, mais je suis soignante. Et ça me... Bon, moi, ça m'évoque plein d'autres choses, pas seulement du cinéma. Mais bon, le cinéma, bon, voilà, ok, on en a parlé, du même truc. Mais sur toutes les œuvres qu'on n'arrive pas à aboutir, etc. Et puis sur la tristesse du type, et en même temps sur sa joie, et sur... Enfin, vraiment le côté psy. Pas dans un sens pour le juger, hein, mais pour comprendre l'humain. Et puis quand même, il y a une souffrance, quoi. Il y a quand même une souffrance. Oui, alors c'est vrai que nous, dans notre approche, pour raconter l'histoire de Tranois, on ne s'est pas attaché à une sorte de diagnostic clinique, ce qui était. Mais c'est vrai qu'on fait des rencontres là, depuis quelque temps où la question parfois surgit, et notamment de gens qui sont praticiens. Et là, on a eu une discussion passionnante avec un médecin qui me disait, voilà, à mon avis, soit il était bipolaire, c'est-à-dire qu'il avait des phases un peu maniaques, comme ça il pouvait séduire les gens, et qui suivi par des phases de dépression, où il abandonnait les projets, où c'était plus intéressant, qu'il y croyait très fort, et puis ça retombait, soit il est schizophrène. Et il entendait des voix qui lui disaient, brûle tes rushs, quoi. Ne va pas au bout. Et ce qui pourrait expliquer l'anecdote de Fontainebleau, etc. Donc, ça c'était fascinant tout d'un coup quand je discutais, parce que voilà, lui c'était sa vision du personnage. Nous on n'avait pas cette vision-là parce qu'on n'a pas cette connaissance de ces maladies mentales. Mais lui, si Tranois existait aujourd'hui, il aurait pu être soigné en fait. Il aurait pu être soigné, être pris en charge. On l'aurait diagnostiqué sa maladie mentale, quelle qu'elle soit, et il aurait eu un destin tout à fait différent et peut-être plus heureux. Alors, d'un coup, ça fait une perspective. On a peut-être fait un film sur un malade mental. On s'est rendu compte de ça. Voilà. Mais, alors effectivement, comme la biographie, né en 1926, Tranois a passé sa vie ici. C'était pas ça ce qu'on voulait faire. Même chose pour la partie diagnostique, la partie médicale de Tranois. Mais ça m'a beaucoup
intéressé que quelqu'un puisse te raconter tout ça à travers le portrait qu'on en a fait. Ah ouais, moi c'était vraiment la souffrance, parce qu'on s'en... Je veux dire, le type, il arrive à être avec Marlène Dietrich, à tourner avec Marlène Dietrich, et il fout tout en l'air. Il faut quand même une blessure gigantesque. Oui, ou une insatisfaction chronique. Oui, mais... Vous savez, ça arrive. Enfin, moi, en tant que... Après, c'est là où je peux me reconnaître un tout petit peu, hein, c'est grave d'auteur, dans le personnage, c'est-à-dire pas de détruire ses rushs, mais on fait un premier pas, on commence à écrire des mots sur un papier, on écrit une page, et on dit non, je le sens pas. C'est pas ça que je voulais. Non, j'aurais rêvé autre chose. Non. Et le juge est à l'intérieur de nous. On devient notre pire ennemi. Et qu'est-ce qui juge en nous? C'est quoi? C'est le rêve de celui qu'on voudrait être. Il y a quelqu'un, quelque part, il y a un regard comme ça. Et moi, souvent, sur les projets, ça m'empêche. Ça me conduit aussi. Ça fait qu'on écarte. Mais ça empêche aussi. C'est une histoire de dosage. C'est une histoire de dosage. Si ça arrive à tout foutre en l'air, c'est quand même dommage. Mais il est fort possible. Et sinon, ça fait aller plus loin. C'est vrai. Mais regardez avec Marlène, je ne sais pas ce qui s'est passé lors de ce tournage. Je sais quelques images. Je ne le saurai jamais. Mais on parle quand même d'un enfant qui rêve d'un visage d'une actrice dans les années, alors quoi, on est en 32, 33, il y a 8 ans. 30 ans après, il se retrouve avec elle dans le désert, c'est une star considérable. Comment ça s'est passé? Est-ce que c'était si satisfaisant que ça? Est-ce que c'était pas une simple déception? Moi, j'ai rencontré des gens que j'admirais, et la rencontre n'a eu aucun intérêt. J'ai rencontré des gens que j'admirais, et c'est des souvenirs absolument ineffaçables. Parfois, c'était juste... j'aurais préféré que ça n'arrive pas. Et je peux comprendre à un moment donné qu'ils disent en fait je reste sur le rêve. Le rêve de Marlène doit rester intact. Ces images-là ne doivent pas exister parce qu'elles ne sont pas à la hauteur de l'enfant cinéma que j'étais. Je peux comprendre ça. Alors au final, ça se termine par une destruction. Vu de l'extérieur, on dit c'est pathétique. Mais en soi, intérieurement, ce désir de beauté comme ça, insatiable, je le comprends. Moi, j'ai vu votre film parce que j'ai été séduit par l'affiche. Ah. Et est-ce que vous pourriez, question concrète, nous parler de la création des images très granuleuses avec un peu de bleu, un peu d'orange, où on voit un personnage énigmatique toujours de dos, comme un peu une ombre chinoise? Parce que je suppose que... comment vous avez créé ces images? Alors, ces images n'ont pas été créées. Elles sont naturellement ainsi. Et ça fait partie des accidents qui ont fabriqué le film. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on avait tellement peu de choses à se mettre sous la dent, à part les interviews et puis quelques photos, qu'on s'est dit, mais qu'est-ce qui va incarner, quelle va être la chair visuelle, physique du film? Et il y a eu cette rencontre avec... le filet était ouvert, quoi. Quand on est documentariste, quand on filme, on ne sait pas ce qu'on filme, on ne sait pas la valeur de ce qu'on filme. Bon, là, on ne filmait pas beaucoup, parfois on filmait, mais les pores étaient ouverts en disant, on ramasse, c'est comme un chalut, et puis des choses, tout d'un coup, ricochent avec le sujet, et on se dit, ça pourrait rentrer dans le film. C'est arrivé pour les images du confinement, qui n'ont pas été, on voit à la fin, c'était pas fait pour ce film, la séquence n'a jamais été écrite comme ça, elle n'existait pas dans le scénario, dans le documentaire, il n'y avait rien, on n'avait pas cette idée. J'ai filmé ces images parce que je les aimais, j'avais besoin impérieusement de le faire, c'était fascinant à vivre, et après, elles ont trouvé une place dans ce film. Les images des ruines, on les appelle comme ça parce que c'est au Parthénon, ça vient d'une bobine trouvée sur eBay. Ma femme est plasticienne, et donc un jour, moi je collectionne les bobines, j'en ai pas mal, souvent des films d'archives, de famille, j'adore ce motif, les images de famille abandonnées, ça me bouleverse. Et je ne peux pas résister quand je vois une caisse de Super 8 sur une brocante, je l'achète. Je trouve ça trop triste, et en même temps je me dis, il y a des petits fantômes là, c'est des moments de joie, c'est des moments qui sont faits pour durer l'éternité. Les gens qui les ont filmés, on filme son enfant parce qu'on l'aime, parce qu'on se dit c'est trop beau, et puis ça se termine dans un carton et ça va être détruit. C'est un truc qui me sidère. Donc je ramasse tout ça, et c'est du matériel. Ça donne de l'inspiration, c'est là, c'est présent. Donc elle voit cette bobine, ma femme, et il y a 2 bobines à vendre. Celle-ci et une autre, où il y a un photogramme, ça s'appelle « Dangereuse capture d'un orang-outan ». Donc on voit en noir et blanc des types avec des casques coloniaux, un baobab, un orang-outan en haut, enfin, aucun intérêt. Et puis ça, où on voit juste une craquelure. Et elle trouve la craquelure très belle. Elle achète ça pour rien, 30 euros. Et quand la bobine arrive, c'est une énorme bobine. C'est-à-dire c'est un très long métrage. Il y a plus de 10 minutes. Pardon. Et on commence à regarder et on voit que la bobine est désagrégée. C'est-à-dire tous les éléments que vous voyez à l'image sont réels. Elle a ses salissures, ses craquelures, cet aspect bleuté, ses mouvements de couleurs.
et on se dit, mince, c'est une bobine qui est en train de mourir. Elle est en train de disparaître. Elle a été mal conservée, elle a été abîmée par le temps, et donc c'est la mort du cinéma à l'œuvre, tout d'un coup, qui est là, sur une bobine anonyme, il n'y a pas de nom. Ce sont des films de vacances, hein, c'est des amis sans doute qui se promènent tout autour de la Méditerranée dans les années 50-60. On voit les rues d'Athènes, on voit l'Égypte, on voit la Syrie, on voit Damas. Donc des gens qui avaient de l'argent en plus, parce que pour filmer, partir, voyager à cette époque-là, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cette bobine est abandonnée? Pourquoi elle a été abîmée? Pas de réponse. Mais cette absence de réponse ouvre l'imaginaire. Et en voyant ces images, naturellement, elles rentrent dans l'esprit, et on se dit, bon, ça servira, ça pourra servir. Et puis arrive le rêve du profil de Tranois. Comment faire vivre ce rêve? Et tout d'un coup, ça ricoche avec les images. Et ça crée une alchimie, on se dit, tiens, ça marche, il se passe quelque chose. Et ces bobines, ces images prennent une place très forte dans le film au fur et à mesure de l'élaboration du film, parce qu'on commence à se dire, mais ça pourrait être Tranois, cette silhouette. Nous, on peut y croire, on ne l'a pas devant nous. Et puis ça pourrait être des images de Tranois qui se désagrègent, ça fait penser à la bobine détruite qu'on n'arrive pas à trouver. Et tout doucement, c'est des indices comme ça, c'est les correspondances de Baudelaire, quoi. Tout se répond, les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Voilà, tout commence à se répondre, et on a construit le film comme ça, par un jeu d'écho qui ricoche, d'absence en présence. Tout doucement, il s'étoffe autour du vide. Voilà. Mais il n'y a eu aucun trafic sur l'image. Aucun. Je vais faire Merci. Je trouve aussi, on a eu une chance inouïe que ces images arrivent comme ça, et de les voir sur l'affiche, moi ça me bouleverse, parce que je ne saurais jamais qui est cet homme, cette petite silhouette. Donc je peux rêver que c'est Tranois. Mais qui c'est? C'est un être qui a vraiment existé, quoi. Il est sans doute mort. Je trouve ça très touchant. Avec la dernière ou l'avant-dernière question. Bien, monsieur. Alors, j'ai une question sur la projection du film à Cannes, donc au 7e festival. Donc, je suis allé vérifier en 1954, et en fait, il ne figure pas sur la liste des films sélectionnés, en fait. En effet. Tout à fait. Tout à fait. Il ne figure pas sur la liste. On n'a pas retrouvé la trace de ça. Donc, ça questionne aussi toute l'histoire de Claude Lelouch. Il n'a pas été projeté, ça c'est sûr. Est-ce qu'il a fait partie à un moment au début de la sélection et finalement, comme il n'a pas pu être projeté, il a été retiré de la liste? Ça, je ne sais pas. Est-ce que vous montrez un article de presse, non, à un moment? Oui, tout à fait. Il y avait un film qui devait être projeté à Cannes, qui était donc L'Homme de l'Aube, ça on est sûr, qui n'a pas été projeté. Et les articles sont les articles a posteriori. Les articles qu'on a, nous, on a 2 manchettes qui parlent de l'accident. Et qui disent un film maudit à Cannes ou Parfum de malédiction, j'ai vu, mais c'est dérisoire, quoi, et son nom apparaît. Mais ça nous a plu, cet article, parce que d'abord, le contraste entre ce qu'il a dû rêver d'obtenir, si jamais il était projeté, si jamais il avait un prix, si jamais... C'est-à-dire, hop, la gloire, et tout d'un coup, son nom est là, mais dans la rubrique des chiens écrasés, en disant Parfum de malédiction, enfin c'est... Voilà, c'est tout le contraste, quoi. Une forme de déchéance, presque. C'est comme le sceau du destin qui vient s'imprimer sur lui. Et puis, c'est vrai qu'on s'est questionné, on s'est dit, mais est-ce que cette sélection, elle était réelle? Est-ce que c'était une séance spéciale? Est-ce qu'il n'a pas réussi? Je crois que c'était Robert Fabre-Bray qui était sélectionneur à l'époque. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une faveur? Le mec a aimé le film, il a dit, je te mets pas en sélection officielle, mais je te ferai une projo, puis Tranois a monté le truc auprès de Lelouch, ils se sont dit, on n'aura qu'à dire qu'on est en sélection officielle. À vrai dire, je ne sais pas. Et ça nous a beaucoup questionné, en effet. Mais par contre, comme on a retrouvé les petits articles de la suite, on s'est dit, bon, il est même possible que ce soit lui, si on prend l'hypothèse que l'accident n'a pas eu lieu, hypothèse hypothétique, mais est-ce qu'il n'a pas inventé ça, et que son film n'était pas fini, et qu'il est arrivé en disant mon film est détruit, je ne peux pas le livrer, et qu'il est allé voir un journaliste? On peut rêver à ça, évidemment. Est-ce qu'il y a encore une question là? D'accord. On va essayer de les prendre toutes les deux, vite. Bonjour, d'abord je vous remercie de nous avoir ramené Jean Rochefort à la vie. Ça fait toujours plaisir. Merci. Je me demandais, ça fait donc 20 ans que vous êtes sur ce sujet. Est-ce que vous continuez à chercher? Est-ce que vous êtes obnubilé par ce personnage? Est-ce que vous le voyez partout? Moi j'étais persuadé jusqu'à très récemment de dire voilà, on a mis un point final à l'histoire, et c'est un grand soulagement, parce que ça a quand même été une obsession pendant toutes ces années. Ça a été une forme de souffrance aussi par moments, c'était très difficile
trouver le temps de se dire on ne réussit pas à aller au bout. Évidemment, la disparition de Jean Rochefort et des autres intervenants, ça reste un regret, une douleur, de ne pas avoir réussi à leur montrer le film. Donc là, se dire, voilà, le film, enfin, ne nous appartient plus, et on peut partager l'histoire de Tranois avec d'autres personnes, et peut-être certains s'empareront du sujet, mais c'est plus notre histoire. Et puis, il se passe un truc un peu étonnant, moi, en tout cas, pour moi, depuis quelques jours, quelques semaines, c'est que, en voyant l'intérêt des gens pour Alexandre Tranois, je retrouve une sorte de fraîcheur que j'avais peut-être perdue. Et on a croisé quelqu'un qui est éditrice et qui parlait peut-être de faire un livre sur Tranois, et tout d'un coup, ah oui, cette histoire qu'on n'a pas pu mettre dans le film, la citation de carrière dont on parlait, qu'on n'a pas pu... On pourrait aussi raconter, etc. Pourquoi pas, un jour, un livre peut-être. On a bâti au Reflet Médicis une petite exposition de Tranois avec quelques archives qui sont dans le film, certains qui ne le sont pas aussi, pour pouvoir montrer tout d'un coup. Et les gens le découvrent d'une autre façon. Et quelque part, oui, quand on dit à la fin du film, voilà, il est passé de l'autre côté, Tranois, et maintenant on est avec lui et on ne le quittera plus. Peut-être qu'en fait c'était un peu prémonitoire. Je ne sais pas, on verra. Oui, je vais chercher. Pour la dernière question, là. Voilà. Merci. C'est la deuxième fois que je vois le film et je crois que ce ne sera pas la dernière fois. C'est donc dire. J'ai une question sur la voice-over, la voix off. À quel moment, Avril, vous êtes arrivé à calibrer ce texte qui est un texte d'amour, de rencontre avec vous-même, mais d'amour aussi avec l'ami en recherche. Est-ce que vous pouvez dire un peu comment vous l'avez distribué et si tous deux vous avez été d'accord sur la voix off pour ce film? Alors, la pratique de la voix off, moi, en narrateur, ça fait partie de ma grammaire documentaire. C'est-à-dire que dans plusieurs de mes autres films documentaires, quand le sujet l'appelle, ou que je sens que ça répond à un lien avec le sujet, c'est-à-dire que la voix intime doit éclore, je me dis toujours, est-ce que c'est un outil que je vais mobiliser? Et puis souvent, c'est soit j'ai envie, soit j'ai pas envie, quoi. Voilà. Là, c'était pas du tout présent au départ, mais absolument pas. Il n'y avait pas l'idée de la voix off. Et c'est quand on a eu des multiples pannes du film que tout s'est restreint, qu'on s'est retrouvé avec les moyens du bord, à monter sur nos ordinateurs, à être tout seul dans le bureau que vous voyez, qui est mon bureau. J'ai déménagé depuis, c'était mon bureau. Qu'on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui nous reste? Et c'est là que la voix off est arrivée, parce qu'on était tellement encombrés par tous les aléas et les vicissitudes de production qu'on rencontrait, qui nous submergeaient, qui étaient décuplés par rapport aux autres films, que ça prenait toute la place. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait de ça? On perdait notre innocence par rapport au film, hein, comme quelqu'un qui a trop de soucis, qui n'arrive plus à être dans la fraîcheur. Et on s'est dit, non, on va en faire un matériel. Ça va devenir, c'est un récit dans le récit, et ça ouvre une narration. Et c'était du coup très naturel de se dire, mais regarde, moi j'ai cette grammaire-là, on l'importe, ça devient un véhicule qu'on utilise, et on peut y mettre tout ce qu'on veut. Après, dans la fabrication même, on a fabriqué le film, comme on n'avait pas d'argent, on a fabriqué une maquette du film. C'est comme ça qu'on l'appelait entre nous. C'est la maquette, on fait la maquette. Parce que on ne pouvait pas tourner les séquences documentaires qu'on voulait, payer les déplacements, etc. On n'avait plus d'argent, ou très très peu. Donc, on imaginait des images que parfois on allait prendre en photo. Sur les lieux, c'était facile de se déplacer pour prendre en photo, mais on ne tournait pas. On les montait, on bricolait la voix off, on commençait à l'écrire en disant, là, tu vois, j'aimerais bien parler de ça, moi, j'aimerais bien parler de ça. Parfois, on faisait chacun un premier jet, l'autre reprenait, et puis, au fur et à mesure, comme ça, on fabriquait des blocs. Moi, ça m'arrivait aussi, comme quand je rentre dans ce processus de la voix off, ça prend toute la place. C'est la porte ouverte à l'obsession. Je suis quelqu'un d'absolument obsessionnel, donc c'est très agréable d'y rentrer, c'est très difficile d'en sortir. Et la voix off a besoin de cette obsession pour s'épanouir. Sinon, il n'y a pas d'intimité. Et donc, voilà, il y a des moments où je me réveillais, les heures Tranois, c'était entre 4 et 7 heures du matin. J'étais dans le bureau, comme ça, et donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de plans d'aube. Et la caméra était toujours sur un pied. Il y a ces plans de brouillard, la neige. C'était des textures qui me renvoyaient à l'intimité de la présence du fantôme. Toute la séquence de fin, par exemple, avec les plans du confinement,
C'est une séquence qui est sortie, c'est des hasards comme ça, mais elle est sortie d'un trait. J'avais filmé le confinement, et puis un soir, je me rends compte qu'on est, alors je crois que c'était 2 ou 3 ans après la mort de Rochefort. C'était le soir de l'anniversaire de la mort de Jean. Et c'était une chape, quoi. Et tout d'un coup, cette lettre finale s'achève avec ces mots-là, brac, est sortie comme ça, voix plus montage. Et après, on l'a regardé ensemble. Il manquait les quelques mots de la fin, ça ne se finissait pas, c'était peut-être pas la fin du film. Et ensemble, c'est qu'est-ce que tu penses? Et hop, on a rajouté les mots, et c'est devenu la fin du film. Donc voilà, c'est des va-et-vient permanents qui font qu'au bout d'un moment, cette voix est devenue notre voix commune, quoi. On est obligé de s'arrêter. Voilà. Une séance après, mais si vous voulez, on peut discuter un peu dehors. Si vous voulez. Merci beaucoup, merci. N'hésitez pas à en parler autour de vous, il passe encore quelques salles, il va passer encore la semaine prochaine, voilà. L'anecdote avec Patrice Lecomte, alors là vous avez plus de temps pour la raconter. Oui, alors il l'a raconté dans l'émission de Nagui quand il est venu faire la promotion du film avec François Berléand, donc je vais l'écouter, mais je vais vous la faire beaucoup moins bien que lui. Donc lui, à ce moment-là, Patrice Lecomte est à l'IDEC, on est fin des années 60, il est jeune étudiant en cinéma, c'est l'ancienne de la FEMIS, l'IDEC, et ils font des rencontres, ils organisent des rencontres avec des cinéastes, c'est très peu de cinéastes qui viennent à ce moment-là. L'IDEC ne représente pas grand-chose. Et donc, ils ont fait bien. Jean-Pierre Melville, ça s'est pas très bien passé, il nous a raconté ça. Et Tranois vient, on annonce Tranois qui vient, etc. Donc, personne n'a entendu parler de Tranois, évidemment, parce que fait de film. Ils cherchent un peu le trace de ces films, ils ne trouvent pas, donc ça aiguise un peu leur curiosité. Et Tranois vient, et il est charmant. Il fait une conférence, il discute avec les élèves, il parle beaucoup de ses films, de ses projets, voilà, je travaille sur tel projet à venir, alors j'ai tourné ceci, etc. Par contre, il donne quelques conseils, et Patrice Lecomte se souvient d'un conseil particulièrement, qui l'a beaucoup marqué, qu'il a gardé près de lui jusqu'ici, c'est de dire ne lâchez jamais la corde. On dit mieux, ne lâchez jamais la corde, ce que ça signifie. Elle dit voilà, parce que si vous lâchez la corde, voilà, on est près d'un puits, il y a un saut, etc. Si on lâche la corde va filer entre les mains, elle va vous brûler les mains. Et parce que le puits va. Donc ne lâchez jamais la corde de peur de se brûler. Et Patrice Lecomte n'a jamais lâché la corde. Même aujourd'hui, là, il va tourner il annonce son dernier film, qui a commencé un petit peu à tourner, qui va tourner surtout à partir du mois de juin. Et voilà, il n'a jamais lâché les choses après. Et après, il a la conférence, comme il était un peu illuminé par ce type, par son charme, sa lumière, il a filé le train après la rencontre sur le trottoir. Il l'a rappelé et il a dit voilà, j'aime beaucoup ce que vous faites sur est-ce que je pourrais faire partie de votre prochain film, peut-être un stagiaire, etc. Tranois lui a dit bah oui, évidemment, pas de problème, appelez-moi la semaine prochaine, etc. Il lui a filé son numéro. Et Patrice Lecomte se souvient très bien, le numéro c'était Mozart 1840. À l'époque c'était voilà, les numéros, etc. Comme ça. Voilà. Et Lecomte, une semaine plus tard, il se retrouve dans le téléphone à cadran, Mozart, donc il fait le M, le O, et là il cherche, et il n'y a pas de Z sur le téléphone à cadran. C'est 3 lettres par 3 lettres, à la fin ça s'appelle XY et pas de Z. Donc Tranois ne lui avait pas donné le bon numéro. Il l'avait embobiné. Parce que probablement peut-être qu'il était un peu recherché, je ne sais pas pourquoi. Et du coup, voilà, Lecomte sur le moment était un peu déçu, mais il lui en a pas voulu, et surtout après il a beaucoup parlé avec Rochefort. Et ensemble, ils partageaient les souvenirs. Et puis quand il a vu le film, il a compris qu'il y avait beaucoup plus que ce qu'il pensait sur les personnages. Mais voilà, son souvenir de Tranois, c'est une rencontre manquée, quoi. C'est amusant.